On va commencer et poursuivre avec la conférence de Bernard Guénaud, que je vais présenter très brièvement. Donc, Bernard Guénaud a beaucoup travaillé sur la question de la colonisation nouvelle et c'est un des initiateurs précisément des études en France sur cette question. Donc on lui doit beaucoup. Il a été enseignant-chercheur de l'université Paris 1, membre de l'Institut d'histoire de la Révolution française pendant de nombreuses années. Et il a, au cours de sa carrière, publié sur de nombreux thèmes, notamment essentiellement sur la période de la Révolution française. C'est un grand spécialiste de la période du Directoire, des néo-jacobins. Il a fait une somme sur la question, qui est une grande référence, mais aussi il a été un des premiers à s'intéresser à l'histoire coloniale ou des colonies pendant la Révolution française, avec Yves Beynaud, avec Marcel Dorigny, avec qui il a publié de nombreux ouvrages collectifs sur ces questions. Il a abordé différents espaces, les Antilles-Français, Saint-Domingue, l'île Bourbon, le Sénégal, donc, et au-delà. C'est un des grands spécialistes de la colonisation au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Il a publié récemment un manuel qui a été couronné d'un prix sur cette question qui jusque-là avait été relativement peu étudiée. Donc c'est avec un très grand plaisir qu'on l'accueille et qu'on va l'écouter. Autour de cette question de la colonisation nouvelle. Je n'ai pas le titre sous les yeux, ça, on manque de professionnalisme. Et il va aussi présenter, je pense, en partie les apports d'un ouvrage collectif qu'il a coordonné, qui porte ce titre et qui présente une vision globale du sujet. Merci Clément, merci aussi à Frédérica et à Claude-Olivier Doron pour m'avoir invité à prononcer cette conférence. Alors le titre, l'objet, c'est la colonisation nouvelle. Si je donnais ça comme titre à la conférence, c'est vrai que c'est pas très porteur. D'abord parce qu'on a un peu de mal à cerner le sujet, c'est bien l'objet de la conférence, et ensuite parce que pour des raisons diverses, le terme de colonisation d'un aspect problématique a pris une tournure systémique aujourd'hui qui déforme un peu les façons de présenter la question. Alors, colonisation nouvelle, c'est une question donc d'une part de terminologie, et là je renvoie, je ne vais pas développer, Clément citait tout à l'heure l'apport d'Yves Beynaud. Dans la Révolution française à la fin des colonies, Yves Beynaud s'était interrogé beaucoup sur l'indétermination du terme colonie dans les dictionnaires des Lumières en particulier. Et on s'aperçoit c'est extrêmement divers. D'un côté, il y a des connotations négatives, la spoliation, et c'est vrai, la conquête du Mexique et de l'Empire du Pérou également a beaucoup contribué à entretenir justement la condamnation de la conquête. Mais d'un autre côté, ce sont des établissements, colonies supposent des établissements ultramarins, la plupart du temps, qui doivent donc se placer dans un courant d'échange avec la métropole, et là, la connotation est beaucoup plus positive. On rappelle également que les colonies de peuplement, qui renvoient à l'Antiquité surtout, avaient aussi finalement justifié également l'installation de colonies sur un territoire, disait-on, vierge, c'est-à-dire il s'agissait de la mise en valeur, et ces colonies de peuplement devaient s'opposer à la conquête, là encore le paradigme de la conquête est évidemment la conquête espagnole. Donc un terme assez indéterminé à l'époque dont on va parler. C'est aussi une question de temporalité. Et là, on renvoie à l'historiographie. C'est vrai que l'empire colonial du 19e jusqu'aux années 60, jusqu'à l'après-deuxième guerre mondiale, a complètement écrasé les apports du premier empire colonial. Et que on suppose que, sous le terme de colonisation, justement, on a une sorte de continuum historique qui irait depuis précisément
la conquête espagnole jusqu'à la période de la décolonisation. C'est cet aspect systémique que j'évoquais tout à l'heure, qu'il s'agit à la fois de briser et d'interroger. D'interroger d'abord, de briser ensuite peut-être. Pour essayer de replacer une période déterminante, une période où s'installent précisément ces projets dont on parle, qui est une période historique de transition entre deux empires et qui a sa logique propre. Donc il s'agissait de découpler esclavage et colonisation. L'anticolonialisme et l'anti-esclavagisme ne marchent pas du tout de pair, hein, et supposer par ailleurs une période de transition qui doit être appréhendée pour elle-même, donc mise en contexte de cette période qu'il s'agissait de trouver. Le contexte est marqué par la remise en cause, à un niveau international, j'y reviendrai, d'un système d'échange qui a été fondé sur la traite négrière d'une part, devenue négrière au cours du temps. Je rappelle quand même que la traite avait commencé, on évoquait le problème tout à l'heure, avec des Blancs. Et d'autre part, remise en cause de l'exclusif colonial. Par ailleurs, contexte marqué par la recherche de nouveaux rapports avec les populations asservies en Afrique et colonisées en Amérique et dans une moindre échelle dans l'océan Indien. L'Afrique, donc, va devenir une sorte de nouvel Eldorado dans cette période, et en particulier l'Afrique intérieure. Il y a une polarisation de l'imaginaire européen, récit de voyage, mais également par exemple, Swedenborg, qui est un grand illuministe, plaçait la Nouvelle-Jérusalem à Tombouctou. Et Tombouctou faisait rêver également les Européens, puisqu'on disait que les rues étaient couvertes d'or, l'Eldorado, et que des anges, pour Swedenborg, se promenaient dans les rues. Donc, vous voyez, il y a tout un imaginaire important. Alors, les colonies nouvelles vont donc à la fois mobiliser cet imaginaire, la colonisation, ça c'est important, à travers les récits de voyage, comme je le disais, des récits d'aventure, et vont mobiliser également donc des projets qui, eux, sont des projets bien matériels, des projets de colonies nouvelles, qui s'étendent autour de cet espace blanc, qui est encore un espace blanc en Afrique, l'Égypte d'un côté, l'expédition d'Égypte de Bonaparte va compter énormément dans cette affaire, et à l'autre bout, le Sénégal. Le Sénégal dont on a l'impression qu'il va à l'intérieur de l'Afrique. Il y a une sorte de remontée comme ça, qui est au long du fleuve, on va pouvoir atteindre des contrées fabuleuses. Alors, on trouve cette notion, avec la notion polysémique de colonie, on trouve une notion tout aussi polysémique, qui est la civilisation. J'y reviendrai. Notion concept, et là, j'utilise la méthodologie qui a été mise au point donc au laboratoire de lexicologie de Saint-Cloud. Alors, ce que je vous propose dans le temps qui nous est imparti, là, c'est un peu de présenter mon parcours, justement, sur la colonisation nouvelle, parcours qui n'est pas achevé, enfin j'espère, tout au moins, et qui devait se terminer donc sous forme de questions actuelles. Et je suis particulièrement heureux d'être ici, puisque, justement, c'est l'occasion de formuler un certain nombre de questions, puisque la recherche n'est pas entièrement aboutie, et en particulier autour du saint-simonisme, puisque c'est que récemment que j'ai abordé en quelque sorte cet aspect. Alors, je vous propose donc un parcours, et en même temps un parcours autour d'un objet, pour essayer de cerner ce dont il s'agit. Alors, au cœur de la rencontre avec la colonisation nouvelle, c'était lorsque je travaillais sur la publication des registres de la seconde Société des Amis des Noirs. Tout le monde disait la Société des Amis des Noirs s'arrête en 1791, après, il n'y a plus rien. Non, les registres existent elle renaît en 1796 sous le Directoire, justement, autour de Grégoire Lantenas,
Benjamin Sigismond-Frossard, et puis un personnage important dans cette présentation qui est Karl Bernhard Wachtström, dont je reparlerai abondamment tout à l'heure. Donc cette seconde société des Amis des Noirs, à l'existence brève, 1797-1799, avait au cœur de son projet la colonisation nouvelle. Les quelques 90 membres de la société s'étaient répartis en quatre commissions. Une commission qui s'appelait les colonies existantes, donc les vieilles colonies pour aller vite, à régénérer après l'abolition de l'esclavage. Les colonies à fonder, le terme de fondation est vraiment tout à fait important, et ils appelaient ça colonisation nouvelle ou colonisation libre. Quatrième commission, faire l'histoire de la traite des nègres, donc collecter des sources, faire un travail d'historien. Et la quatrième commission, c'était des objets à traduire et à analyser, au premier rang desquels les ouvrages anglo-saxons, Brief Account, Historical Account of Guinea, une brève relation de la Guinée, et Essay on Colonization. Le premier texte était d'Anthony Benezet. Le projet de traduction, c'était 1796-97. Il vient d'être traduit aujourd'hui, enfin en 2018 seulement, par Marie-Jeanne Rossignol et Bertrand Van Rimbeck. Vous voyez, on est dans la continuité. Quant à Essay on Colonization, dont je parlerai de Wachtström, il reste toujours à traduire. La brève existence de la Société des Amis des Noirs et puis le contexte politique n'a pas permis d'aboutir. Alors, au cœur, donc, de ce moment particulier, on a défini les trois formes de colonies. Alors, ces trois formes de colonies, elles sont dans un texte qui est attribué à Talleyrand, de juillet 1797, faussement attribué à Talleyrand, parce qu'en fait, celui qui l'a écrit, c'est Desrenaud, qui est un idéologue qui appartenait au journal La Décade philosophique, qui était très au cœur de ça. Donc, dans ce texte, on définit les colonies anciennes, l'Antiquité, les soldats laboureurs, ça c'est un imaginaire qui est puissant, je n'en parlerai pas, mais qui est également extrêmement mobilisateur à l'époque. Donc on met en valeur avec des soldats laboureurs, selon ce qu'on pensait être l'Antiquité, parce que ça ne se passait pas comme ça, la colonisation dans l'Antiquité, mais ça c'est un autre problème. Les colonies modernes, alors Clément en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement la fin d'un cycle qui avait été amorcé avec la conquête espagnole, et puis qui s'est terminé avec le Spartacus noir, c'est-à-dire la révolution de Saint-Domingue et l'abolition de l'esclavage. Donc le cycle est terminé. Et un nouveau cycle va commencer, c'est la colonisation nouvelle. Donc cette colonisation nouvelle qu'on va essayer de définir peu à peu, et qui était précisément là, du point de vue méthodologique, quelque chose d'important, puisque l'anti-esclavagiste n'épuisait pas la destinée historique de l'anticolonialisme, puisqu'on était dans une phase nouvelle. Alors, dans le même texte, Desrenaud, voilà ce qu'il dit, je cite, j'ai pas mal de citations. « Il est une vérité qu'il ne faut pas chercher à se taire. La question si indiscrètement traitée de la liberté des Noirs, donc liberté générale, quel que soit le remède que la sagesse apporte aux malheurs qui en ont été la suite, introduira tôt ou tard un nouveau système dans la culture des denrées coloniales. Il est politique d'aller au-devant de ces grands changements, et la première idée qui s'offre à l'esprit, celle qui amène le plus de suppositions favorables, paraît être d'essayer cette culture au lieu même où naît le cultivateur, l'Afrique. De tout ce qui vient d'être exposé, il suit que tout presse de s'occuper de nouvelles colonies. L'exemple des peuples les plus sages qui en ont fait un des plus grands moyens de tranquillité, le besoin de préparer le remplacement de nos actuelles colonies, la convenance de placer la culture de nos denrées coloniales plus près de leurs vrais cultivateurs, la nécessité de former avec les colonies des rapports plus naturels, bien plus faciles. Donc 1797. Je trouve
une inspiration équivalente quelques années auparavant, sous la plume, évidemment, et c'est pas surprenant, d'un des membres éminents de la première Société des Amis des Noirs, puisque c'était son président, Étienne Clavière, donc qui était un proche de Brissot et de Mirabeau. Voilà donc ce que disait Clavière en juin 1791. Les Africains ne consomment-ils les marchandises avec lesquelles les Européens alimentent chez eux le carnage et la désolation que parce qu'ils les paient avec des esclaves? Cesseront-ils de s'habiller et d'user des bagatelles que nous leur vendons parce qu'au lieu de recevoir de leurs mains sanglantes tant d'innocentes victimes de notre féroce avarice, nous leur demanderons les riches et nombreuses productions dont l'Afrique peut enrichir notre industrie manufacturière? Non, les Africains sont des hommes. Ils sont par conséquent susceptibles des nombreux besoins que fera naître leur civilisation. Si au lieu de la funeste, vous voyez, ils ont une civilisation, je cite, hein. Alors cette histoire, j'y reviendrai, de civilisation supérieure et de civilisation inférieure, ça ne marche pas dans ce cadre-là. Si au lieu de la funeste orage que nous soufflons sans cesse dans leur âme, nous ne provoquons chez eux que des spéculations, des entreprises pacifiques, dont il ne puisse résulter que des échanges innocents, eh bien, nous aurons les gommes, l'ambre gris, le miel, l'ivoire, les fourrures, je sais pas de quoi, l'argent, l'or, outre les bois les plus précieux, les drogues les plus chères, toutes les sortes de poivres et d'épiceries. On y trouve encore le tabac, le riz, l'indigo, le coton, en abondance et à des prix inférieurs à ceux de tous les marchés connus. On y trouve enfin la canne à sucre, produit de substitution des colonies antillaises. Ce prétexte à tant de crimes auxquels nous devons la cherté de cette bienfaisante production. Donc vous voyez, on a, quelques années auparavant, une inspiration qui était équivalente. Bon, je tourne le temps, et j'arrive en 1814, et cette fois-là, dernière citation pour replacer un peu ce contexte, en quelque sorte, sémantique, hein, qui va être défini. Sismondi, 1814, de l'intérêt de la France à l'égard de la traite des nègres, voilà, je cite Sismondi, tout est changé. Et même sans la révolution sanglante qui a aboli l'esclavage et fait périr tant et tant de blancs, tout serait changé également. La durée du monopole était nécessairement bornée par les progrès de l'industrie européenne entre les tropiques. Cette durée approche de son terme, donc l'exclusif colonial approche de son terme, et désormais le seul moyen de tirer parti des colonies est de les considérer comme des ports francs. L'intérêt de la France lui ordonne d'ouvrir les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île Bourbon, de Pondichéry, d'en faire des ports francs. Il ordonne enfin d'appeler les Français, non au commerce odieux des esclaves, qui épuiserait leurs capitaux et doublerait la mortalité parmi les matelots, mais au grand commerce de l'univers, c'est le libre-échangisme, hein, à celui de tous les pays situés entre les tropiques, de toutes les colonies affranchies de l'Espagne et du Portugal, bon, et de toutes les puissances des Indes. Donc là, vous avez un projet donc, qui fait le libre-échange universel, sous la plume de Sismondi, mais dans la continuité, précisément, de l'inspiration des auteurs que je citais précédemment. Alors, dans cette démarche généalogique, je remonte toujours plus loin, et là, à la recherche donc de l'endroit où se produit en quelque sorte un bouleversement, je trouve 1771-1772. Coïncidence parce que c'est une période capitale et une année décisive. D'abord, il y a l'article de Dupont de Nemours dans les éphémérides du Citoyen, donc journal des physiocrates. Un article fondateur qui développe, je ne vais pas faire le jeu des citations, c'est à peu près la même inspiration, hein, ça me gagnera du temps en plus. Donc vous avez, là, l'Afrique doit absolument être, en quelque sorte, la terre d'avenir pour ces projets de colonisation libre. 1771 paraît l'ouvrage d'Anthony Benezet, Historical Account of Guinea, exactement. Anthony Benezet, qui est un Quaker de Pennsylvanie et qui a été l'un des pionniers dans l'abolitionnisme des Lumières, parce qu'il y en a eu avant des abolitionnistes, et chrétiens,
l'abolitionniste des Lumières, donc Anthony Benezet, pas dire que Benezet ne soit pas chrétien, ou là, mais tout simplement parce qu'il reprenait les arguments, en quelque sorte, des Lumières, et en particulier la supériorité du travail libre, j'y reviendrai, et donc la nécessité maintenant de se tourner vers l'Afrique. Bon. 1771, le best-seller du siècle paraît, une entreprise qui est dirigée par l'abbé Raynal, l'histoire philosophique des deux Indes, paraît aussi en 1771, et développe absolument les idées de liberté avec quelques contradictions à l'intérieur, puisque ça dépendait des sources, mais en gros, c'est là qu'on trouve, sous la plume de Diderot, l'idée du Spartacus noir, mais on trouve également une apologie des colons blancs aussi, des indépendances blanches. Donc c'est un peu contradictoire. Mais néanmoins, il y a l'idée centrale qui est l'idée de liberté, et liberté du commerce. Liberté du commerce. Et puis il y a également, sur les chapitres sur l'Afrique, l'idée que l'Afrique est un continent qui recèle des richesses fabuleuses et qu'on doit aller sur place fournir du travail aux Africains parce que ça leur évitera d'avoir recours à la traite des Noirs. Donc, voilà pour l'amont, en quelque sorte. Pour l'aval, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour deux raisons. La première raison, c'est que je vous ai dit qu'il y a une rupture qui pose problème entre les deux empires. Le premier empire colonial et puis le deuxième qui commence avec les conquêtes du milieu du siècle, en particulier au cœur de ces conquêtes, il y a l'Algérie. Alors on dit, voilà, avec l'Algérie commence un nouveau cycle impérial. Très bien. Ok, retenons cette idée-là, les années 1830. Le problème, c'est que ça vaut pour... c'est la question que je me pose, le problème, c'est que ça vaut pour la France. L'Angleterre n'a pas perdu, il n'y a pas un premier empire, un deuxième empire. Sauf que Christopher Bailey nous dit très très bien qu'il y a quelque chose qui change avec le Bengale, avec précisément l'Inde, et que c'est là que se joue un changement de paradigme. Alors la question, est-ce qu'on peut étendre, pas à l'année près, pas aussi nettement que ce qu'on a vu pour l'amont, est-ce qu'on peut vers l'aval étendre quelque chose qui irait entre la fin 18e et le début du 19e, dans les années 1830? Ma réponse est oui. Sinon, je ne serai pas là pour en parler, parce que je pense que là, il y a une période qui a sa logique, sa cohérence. Il y a un corpus de textes, mais un corpus d'événements également, qui nous permet de découper. Alors attention, chaque découpe est toujours un acte idéologique en quelque sorte, donc il faut faire attention. Mais qui nous permet à la fois diachroniquement de saisir une évolution, 1770-1830, et synchroniquement de dégager des moments particuliers qui permettent justement de sconder, de définir une cohérence interne. Ces moments particuliers, c'était justement, Clément aussi, on est en accord évidemment, 1807, oui, 1794, la guerre avec l'Angleterre est un moment particulier, 1807, la suppression de la traite, l'interdiction de la traite en Angleterre et aux États-Unis est aussi un moment particulier, donc on peut, à l'intérieur de ce corpus, saisir des moments qui donnent de la cohérence à l'ensemble. Donc, voilà la période et la raison pour laquelle je tiens à justement définir cette période de transition. Alors, au cœur du projet, deuxième partie, un personnage important donc, que j'évoquais tout à l'heure, c'est le Karl Bernhard Wachtström, 1746-1799, l'auteur de Essay on Colonization, Essai sur la colonisation. Le titre est vraiment tout à fait important aussi, 1700, qui est paru en Angleterre et immédiatement interdit en 1795, qui a été publié en France en 1796 et qui n'a donc jamais été traduit en français malgré tout ça. Il est resté dans les tiroirs. Alors il y a trois périodes pour Wachtström. Il y a une période suédoise,
Il est ingénieur des mines, il a tenu des responsabilités importantes. Il a été directeur en chef de l'Office des métaux précieux, important, je dirai pourquoi tout à l'heure. Et il a été swedenborgien, c'est-à-dire que ça a été quelqu'un qui était lié donc au mouvement de l'illuminisme en Suède. Donc, dans cette période-là, il a des projets. Alors, je rassemble quelque chose qui peut nous intéresser. En 1779, il avait dressé un plan pour une communauté libre, qui est l'ébauche d'une société utopique, qui devait fournir le noyau de toute une régénération sociale future, qui était partagée entre agriculteurs, industriels, ouvriers ou entrepreneurs et marchands. Alors Gagnor, qui a fait une petite étude sur Wallström, la qualifie d'utopie artisanale petite bourgeoise teintée d'une rigueur spirituelle. Je crois qu'on peut essayer d'aller un peu plus loin, justement, si on replace un peu cet objectif dans un peu tous ces plans. On n'est pas loin de ces colonies qui vont naître par la suite en Amérique latine ou ailleurs. Hein. Alors, ça l'amène. Alors, ce plan, il ne va jamais, ce plan pour une régénération sociale, il ne va jamais s'en séparer. Quand on ouvre Essay on Colonization, j'ai pris que quelques passages, hein, j'ai pas eu le temps de mettre d'autres exemples, j'y ferai allusion, on retrouve absolument ce qu'il avait fait en 1779, il le reprend dans son texte de 1795. Et parallèlement, il va y avoir l'intérêt pour la Sierra Leone. Alors la Sierra Leone, là, c'est tiré de l'ouvrage de Wallström. La Sierra Leone est tout en bas, là, en vert. Hein. Et donc, c'est là qu'il va s'intéresser. D'abord, il s'intéresse à l'Afrique parce que Tombouctou, et d'autre part, parce que la Sierra Leone, c'est le projet des abolitionnistes anglais, Granville Sharp, Thomas Clarkson, William Wilberforce, Henry Thornton, qui vont fonder une compagnie de la Sierra Leone pour amener un établissement libre, une colonie libre, que je ne vais pas développer, c'est connu. Et puis, on avait fait il y a quelques années, 2014, les actes ont été publiés, avec Clément, justement, avec Marie-Jeanne Rossignol, Claire Boris-Mariotti. On avait fait donc une première mise au point sur ces questions de colonisation nouvelle, et ça a été publié au Perséide en 2014, justement. Et il y avait de très très longs développements sur la Sierra Leone, qui était vraiment au centre, à juste titre, parce qu'elle est au centre de toute cette entreprise. Alors, Wallström va faire un voyage avec des naturalistes, bref, peu importe, mais il va proposer, à côté de la Sierra Leone, là en rouge, un établissement sur l'île de Boulama. Boulama, c'est aujourd'hui sur la Guinée dite Bissau, hein, ça a été la Guinée portugaise. À l'époque, c'est un territoire tribal. Les Portugais ne sont pas encore installés, c'est pas encore une colonie portugaise. Et c'est une société tribale dominée par les Balantes, société qui a attiré beaucoup les africanistes. C'est intéressant parce que ce serait une société sans État. Donc ça a donné lieu à toute une série d'études d'ethnologues comme Emmanuel Terret ou d'hommes politiques comme Amilcar Cabral, par exemple, le chef de la guérilla anti-portugaise, qui a beaucoup écrit justement sur ce type de société. Bon, enfin, je m'éloigne un peu du sujet. Donc, le Boulama, c'est le lieu où, à cause précisément du fait que le territoire, l'Interland, le territoire intérieur de l'Afrique, n'a pas été pollué par une forme de colonisation, en quelque sorte, va donner à Wallström l'idée de proposer donc un établissement libre. Alors, en parallèle, il fait également des théories sur la monnaie. Ça s'appelle Quelques idées sur la nature du numéraire et sur la nécessité de combiner l'intérêt du cultivateur avec celui du négociant au moment où l'on établit un nouveau plan de finances. Alors, selon lui, il faut se libérer de la tyrannie de l'argent et pour cela combattre le monopole et la spéculation. On est aussi dans les idées sur la liberté
économique, c'est le travail qui est la valeur réelle et ce n'est pas le signe monétaire qui donne la valeur donc aux choses. Alors il propose de remplacer l'or par le blé, là on part dans des idées utopiques, et de remplacer le numéraire par de la monnaie papier, idée d'époque également, et on donnerait à cette monnaie papier une valeur de X journées de travail en nature. Ça ressemble quand même un petit peu à l'assignat, hein, d'une certaine façon. C'était quelque chose également qui allait dans cette solution. Mais c'était une solution qui avait déjà, et c'est là où je voulais en venir en fait, qui avait déjà été proposée par les physiocrates. Alors, je reviens à l'essai on colonization. Donc c'est pour dire, vous voyez, que c'est tout un système là également, un système à la fois économique, on en parlait tout à l'heure, effectivement, c'est vrai, un système à la fois économique, utopique, non absent effectivement de spéculation qu'on pourrait juger trop spiritualiste, mais tout est mêlé. Hein. On est dans un complexe qui est, avec un imaginaire particulier aussi, qui est bien défini. Alors, dans le texte, j'ai pas eu le temps de... Il y a un dessin de Wallström, quand il était dans le Boulama, où il a dessiné un artisan africain en train de filer. Hein. Donc, voilà. Alors, voilà ce qu'il dit. Lorsque j'étais en Afrique, je fus frappé par le penchant des Noirs que j'avais observé pour le filage et le tissage du coton, et fut souvent surpris de leur persévérance malgré les inconvénients que présentait leur machine imparfaite. Je ramenais cependant avec moi un de leurs métiers à tisser, qui était assez simple, et plusieurs types de vêtements de différentes qualités, dont certains étaient assez élégants, pour avoir convaincu le fabricant anglais qui les avait vus que les fabricants de ces vêtements n'avaient besoin que d'instruction et d'encouragement pour devenir d'excellents artisans. Comme j'espérais pouvoir retourner un jour en Afrique, je pensais que le meilleur moyen d'utiliser mon temps, en attendant la résolution du gouvernement britannique, était de faire tout mon possible pour obtenir une grande connaissance des manufactures de coton. Ainsi, je participais à cette manufacture de Manchester, pensant que la connaissance que j'avais acquise me donnerait, en ce sens, la possibilité d'offrir aux habitants de l'Afrique cette instruction qui leur avait été toujours refusée jusqu'à présent par les nations civilisées. Donc, il revient, deuxième étape, en Angleterre, il s'installe en Angleterre, il s'installe à Manchester, et là, qu'est-ce qu'il ouvre? Il réunit des capitaux pour ouvrir une manufacture de coton, hein, avec l'objet de travailler avec l'Afrique. Donc, on est dans le cadre des transferts, ce qu'on appellera aujourd'hui des transferts de technologie. Et le côté transfert de technologie, c'est également quelque chose que l'on trouve largement dans les papiers de la Seconde Société des Amis des Noirs, que ce soit la généralisation de la charrue. Par exemple, il y a un mémoire de Lavaux sur la généralisation de la charrue aux Antilles, qui était inconnue, ou bien de l'implantation de nouvelles formes de culture qui venaient des Indes néerlandaises pour les implanter. Donc vous avez ces transferts-là qui sont également au cœur, je crois, du projet de la colonisation nouvelle. La troisième étape, je vais vite, hein. La troisième étape, c'est la France. Donc il passe en France en 94-96 pour des raisons indéterminées. Il était quand même lié aux radicaux anglais. Donc il a pu fuir le pays. Il va prendre contact avec Grégoire et va devenir donc un membre extrêmement central dans la Seconde Société des Amis des Noirs. Mais à l'époque du Directoire, d'une part, il y a la décade. Jean-Baptiste Say, son frère Horace Say, etc., tout le groupe de la décade qui s'intéresse de très très près à toute cette entreprise. Et puis, c'est une période où on va fleurir également, par exemple, un personnage comme Joseph Echacerio, qui fait un rapport. Le Conseil des Anciens a fait toute une commission qui était chargée d'examiner l'ouvrage présenté au Conseil des 500 par le citoyen Wallström, relatif à l'établissement de la Sierra Leone, du Boulama, et à la colonisation nouvelle en général, et de quelle utilité peut-être ces établissements pour le commerce français. Alors j'ai trouvé aussi, dans la même époque, 1799, une expérience assez originale. Le capitaine Landolph est missionné par le ministère de la Marine pour aller récupérer des soldats guadeloupéens qui ont été déportés de la Guadeloupe à ce moment-là, parce qu'ils avaient participé à la guerre des Antilles,
et de les amener en Afrique pour installer, alors à l'autre bout de l'Afrique occidentale, sur les rivages de la Guinée, du Niger, pardon, la petite rivière qui s'appelle Formose, pour installer là un type de colonie nouvelle, colonie libre, qui aurait été faite par des Guadeloupéens, vous voyez, l'idée de retour en Afrique, à ce moment-là. Ça s'est pas fait parce que la conjoncture politique a changé, puis que la colonie du Sénégal a eu besoin de soldats. Donc Landolph a débarqué ses soldats à Saint-Louis du Sénégal, et puis, mais le projet était là, c'était la période. Alors, voilà donc, globalement, si vous voulez, comment ce projet de colonisation nouvelle donc, se cristallise, voilà, le terme, cristallise véritablement dans cette fin du XVIIIe, autour des transferts de technologie, autour de l'idée de la liberté du commerce, du libre-échange, et autour de la notion de civilisation. Alors si on s'arrête un peu à cette notion un peu problématique de civilisation, voilà les hypothèses que je propose. Donc la notion de civilisation, les emprunts, elle se fait par emprunt à la théorie des cycles. Alors je pense que là, l'illuminisme napolitain est tout à fait important, notamment Giambattista Vico. Je crois que véritablement c'est là on a l'origine un petit peu de cette définition par cycle. On la trouve aussi évidemment, l'essai sur les mœurs de Voltaire, le tableau sur les progrès de l'esprit humain de Condorcet, enfin, etc. Par la suite, ça va être largement repris. Alors il y a la théorie des cycles, qui va donner l'historicisme, hein. Et puis il y a une anthropologie humaine, qui tourne autour d'un terme tout à fait important, que Clément citait aussi, la perfectibilité. Là, c'est le terme central, la perfectibilité. Wallström, je le cite encore très vite, sur la civilisation, voilà ce qu'il dit: les sociétés peuvent être divisées en civilisées et non civilisées, et les devoirs des premières envers les secondes sont semblables à ceux des parents envers leurs enfants. Alors une autre dimension anthropologique, c'est l'idée que les civilisations, en quelque sorte, se développent, naissent, grandissent, se développent et meurent comme les individus. Là, c'est quelque chose de fondamental. Paul Valéry, en 1920, il n'a pas inventé la phrase « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels ». Au XVIIIe, on savait déjà que les civilisations étaient mortelles. C'est une affirmation qui est absolument importante. On le sait dans l'orientalisme, par exemple, l'Égypte. Telle grande civilisation comme l'Égypte, elle peut disparaître entièrement, y compris de la mémoire des habitants actuels de l'Égypte quand Bonaparte va mettre son expédition, où les savants qui étaient autour de lui attendaient de découvrir des merveilles et découvrent, d'après eux, un pays misérable, en proie à l'oppression des Mamelouks. Enfin, il y a tout un discours là sur la décadence. Hein. Il y a tout un discours sur la décadence. Quel discours sur l'Empire romain? De même nature. Hein. L'Empire romain qui a été grand et qui a eu la décadence. C'est l'imaginaire des ruines. Volney, qui va écrire sur les ruines, donc les civilisations perdues. Volney, c'est aussi celui qui a écrit plusieurs ouvrages importants sur l'Égypte et la Syrie, et qui allaient absolument dans le même sens. Donc, voilà, les grandes civilisations sont mortelles. Ça veut dire, à l'inverse, que tel pays qui aujourd'hui est considéré comme étant relativement arriéré peut devenir une grande civilisation. Tout à fait important. Donc, dernier point, il n'y a aucune supériorité intrinsèque à une quelconque civilisation européenne. L'idée de la supériorité des civilisations européennes qu'on va trouver chez Jules Ferry, bon, par la suite, chez les théoriciens de la colonisation de la Troisième République, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'idée sur la supériorité intrinsèque. Intrinsèque, je dis bien. À un certain moment du développement, les Européens peuvent être présentés à cause de l'imprimerie, pour Condorcet, à cause de tas d'autres choses, peuvent être présentés comme étant la pointe de la civilisation, mais ce n'est pas dans la nature fondamentale de la civilisation d'être dans une position supérieure par rapport aux autres. Donc là-dessus, je mets un bémol par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Il n'y a pas de hiérarchie des civilisations dans la pensée de cette époque-là.
Alors, Sismondi, voilà, par exemple, encore Sismondi, qu'est-ce qu'il entend par civilisation? Il ne la définit pas comme un ensemble social homogène et différencié des autres. Et il reste fidèle de ce point de vue-là à la théorie des stades, des étapes. Il n'y a pas une opposition tranchée entre les civilisés et les sauvages. Il y a des stades de civilisation, donc il n'y a pas de cloison étanche. Par exemple, Sismondi prend l'exemple des Hottentots, exterminés par les Hollandais dans la colonie du Cap. Les Hottentots qui sont une sorte de... c'est François-Xavier Fauvel également qui avait fait sur l'image du Hottentot. Donc ces Hottentots, qui étaient véritablement un topos des écrivains de cette époque, qui les trouvaient laids, sales et superstitieux. Donc pour Sismondi, je cite, « Ces hommes, au contraire, avaient fait les premiers pas les plus importants dans la civilisation, ceux qui rendent plus faciles tous les autres. Ils étaient entourés d'animaux domestiques et ils cultivaient la terre, donc deux critères qu'on peut discuter évidemment, mais qui, selon lui, montraient l'appartenance des Hottentots à la civilisation. » Alors ce processus historique peut se convertir aussi en projet politique parce que, et là une dimension importante apparaît, la civilisation est avant tout le fruit du métissage entre cultures et races différentes. Alors il est évident que là-dessus, l'idée du métis, effectivement, là-dessus j'ai beaucoup réfléchi parce que je ne sais plus quoi dire du coup, après discussion avec Claude-Olivier Doron, parce que l'homme dégénéré, le terme de dégénéré existe chez Sismondi après, mais du coup, dans le projet de civilisation, on trouve l'idée de métissage, très souvent. Donc ça introduit une dimension nouvelle. Il faudrait que je travaille beaucoup plus cette idée de métissage parce que ça me pose un vrai problème par rapport effectivement à ce qui a été annoncé. Alors, pour Sismondi, je cite, « Tous les peuples de l'Europe ont été formés du mélange des enfants dégénérés de Rome avec les enfants de Scandinavie. » Donc là-dessus, c'est vrai que le terme de dégénéré pose problème. Mais on y reviendra, et ça, je ne sais plus quoi en dire. Mais toujours est-il qu'on trouve l'idée de métissage. Par exemple, quand on définit une nation, dans les textes de cette époque, la nation, c'est toujours le résultat d'un processus. Et la plupart du temps, c'est un processus de métissage. La nation est un point d'aboutissement d'un processus de métissage. Comme on dit, il n'y a pas de nation ethnique, en quelque sorte, ethniquement pure. Quelque chose qui est là aussi en désaccord complet avec ce qui sera énoncé par la suite au XIXe. Alors, dernier point également au cœur du problème, il y a l'aspect international. Le programme que je viens de développer, j'avais une autre... Voilà, par exemple, là, ça fait une petite interruption. Voilà la carte d'adhérente à la deuxième Société des Amis des Noirs et des colonies. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Regardez, elle s'appelait Société des Amis des Noirs et des colonies. Aussi, c'est significatif. Donc, c'est la carte adressée à Ulrike Wachtström, l'épouse de Karl Bernard. La citoyenne Wachtström, donc, est membre de la société, 15 niveaux en 7. Bon, voilà un petit exemple. Donc, l'aspect international qui repose sur 4 critères: le libre-échangisme, le commerce libéral, le travail libre, qui découle du calcul rationnel, mais pas seulement. On connaît, je pense, après les écrits de Philippe Steiner, que tu citais aussi, l'idée que le travail libre n'est pas toujours plus rentable que le travail servile. Jean-Baptiste Say, qui affirmait ça au début, a essayé de prouver par la suite, par des calculs justement, que le travail servile pouvait être beaucoup plus rentable si on considérait non pas seulement le produit de la plantation en quelque sorte, mais la société dans son ensemble. Et qu'au niveau général, donc, bon, mais voilà, globalement, le travail libre. Troisièmement, les transferts de technologie. Et enfin, quatrièmement, l'éducation éclairée. Ça, c'est les principes de la philanthropie qu'on trouvait là-dedans, avec la coïncidence du juste, du vrai et du bien. Alors, on a une sorte d'ensemble cohérent, qui est un ensemble international, qu'il ne faudrait pas voir comme une nébuleuse d'inspiration anglo-saxonne,
et qui concerne des pays qui ne sont pas forcément des métropoles impériales. Bon, la Suède, vous allez me dire, elle avait un petit empire colonial, mais c'est quand même pas une grande métropole impériale comme pouvait l'être à l'époque Paris, Londres ou Madrid. Pernille-Rogue, pour le Danemark, a montré également qu'on retrouvait, à cette époque à peu près, toutes les composantes de ce que je viens de développer. Alessandro Tuccio, pour l'Italie, ou Francesca Sofia, ont montré que dans la continuité de l'illuminisme napolitain, de la pensée napolitaine, Vico, Filangieri, on trouvait des penseurs qui étaient dans cette même perspective. Alors Matteo Galdi, par exemple, écrit en 1789 un traité qui s'appelle Del Commercio dei Negri, c'est-à-dire du commerce des nègres, dans lequel il condamne, alors que l'Italie n'a aucune, à l'époque, il n'y a pas d'Abyssinie, hein, il n'y a aucune colonie en Afrique ou ailleurs. Eh bien, il condamne sans aucune équivoque possible, il se range dans le courant anti-esclavagiste. Et le même Matteo Galdi, patriote, etc., napolitain, futur ambassadeur de la République cisalpine à La Haye, il va écrire en 1798 des rapports politiques et économiques parmi les nations libres. Et voilà ce qu'il met. Une fois établie l'abolition de l'esclavage, d'après lui, la question de la plus grande actualité au moment de l'expansion des idées révolutionnaires de la France, c'est la conquête de nouveaux territoires, non plus par ambition, mais par l'amour de l'humanité et pour libérer les anciens esclaves. Il est temps de faire des découvertes nouvelles, je continue la citation, non pas pour mettre les peuples en esclavage, mais pour les diriger dans leur cours politique. Il est temps, après tant de mots, de faire du bien aux Africains. Hein, faire du bien aux Africains. Cette idée de, en quelque sorte, vous voyez, là on est effectivement dans la mission civilisatrice, avec toujours le fait de relier à l'éducation, puisque c'est la perspective pédagogique qui est véritablement déterminante. Alors, l'Italie, donc le Danemark, la Suède, vous voyez l'aspect international. Angélicence, pour les Provinces-Unies, alors vous allez me dire là aussi, on peut trouver que c'est un empire colonial, mais malgré tout, moins important que les autres. Eh bien, Angélicence, donc dans un article également important de notre dernier ouvrage sur la colonisation nouvelle, 2017, là qui est paru en 2017, eh bien, développe les mêmes projets pour les Indes. Alors cette fois-là, on passe dans les Indes orientales, c'est-à-dire on passe à Java. Alors, Essai sur la traite et l'esclavage aux Indes néerlandaises, c'est le titre d'un ouvrage de Dirk van Hogendorp, qui va développer en 1796 donc des projets relevant de trois types de colonisation: les colonies établissements de commerce, les colonies mixtes et les possessions territoriales. Alors, il condamne les colonies modernes, il condamne les possessions territoriales et il va donc développer ce qu'est les colonies mixtes. Alors, qu'est-ce qu'une colonie mixte? D'après Dirk van Hogendorp, je cite, « Ce sont celles où la population principale a été transplantée par la métropole sur le sol nouveau, mais où elle s'est mélangée avec la population indigène, toujours le métissage, qui a adopté la religion, les mœurs et les lois du peuple vaincu, de manière à ne faire qu'une seule et même nation avec lui. » Donc la nation comme résultat d'un processus, ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y a toutes les idées également, mais là-dessus, je ne vais pas développer parce que le temps va me manquer. Donc, la transplantation, c'est aussi ce qui est lié au projet philanthropique à l'époque de ces gens-là. Ils considèrent en particulier qu'il y a Monlino, qui est un personnage important, qui a écrit, ça m'a fait penser tout à l'heure, des peines et des récompenses. Il a écrit de la déportation comme peine. Alors la déportation, c'est le déplacement forcé, et de la transplantation comme récompense. Alors la transplantation comme récompense, c'est le projet de colonie où on déplace une population en lui donnant les moyens, par exemple, de mettre en valeur le sol où ils vont s'installer.
Alors, c'est très très en vogue chez les anglo-saxons, c'est ce qui a donné Botany Bay, l'Australie, hein, c'est absolument ça. Et donc, il y a l'idée chez Molyneux, à la fois de reprendre cette idée d'émigration volontaire, et en même temps de remplacer des peines de la prison, de remplacer la prison. Les philanthropes sont à l'époque extrêmement marqués par l'idée de système alternatif à la prison, donc de déplacer ces populations pour leur donner la chance, en quelque sorte, d'une certaine façon, de s'installer dans un pays qu'on pense être un pays vierge. L'Australie, on ne pensait pas aux aborigènes, on pensait que c'était un pays qui était relativement facile. Donc il y a cette idée là où qu'on retrouve chez les... Vous voyez, l'Australie, Java, c'est pas loin. Hein. Donc on a cette idée là de la transplantation, mais qui était vraie également chez les libéraux chez les libéraux français. Et puis Van Hogendorp, je termine là-dessus, il proposait de se concentrer sur l'Afrique, et en particulier la côte occidentale de l'Afrique, une fois plus, le Cap-Vert, lui. Alors le Cap-Vert, le Boulama, Sierra Leone, vous voyez, c'est tout le même coin. Pourquoi ? Parce que le rivage à cet endroit-là n'était pas peuplé par des comptoirs européens qui faisaient la traite. Et à l'est, l'île de Madagascar, qui pouvait représenter de nouveaux modèles pour les colonies. Alors, voilà donc cette dimension internationale qui me paraît tout à fait fondamentale. Alors, les hypothèses, les questions actuellement Alors ça a donné lieu à des journées d'études. Il y a deux grandes journées d'études, comme je le disais. La première, on a voulu confronter les projets dans l'Empire anglais, l'Empire colonial anglais, l'Empire français et l'Empire espagnol, donc qui a donné lieu à ce petit volume aux Perséides. La dernière journée d'études voulait élargir un peu plus et insister sur l'aspect international, d'où les contributions des auteurs que je signalais tout à l'heure et la contribution de Clément qui nous a développé justement tous ces projets en Amérique latine qui vous a développé tout à l'heure, hein, que vous pouvez retrouver dans, je fais un peu de pub en même temps, ça ne fait pas de mal, que vous pouvez retrouver donc dans cet ouvrage qui a été publié il y a 2 ans. Alors, les questionnements, d'abord, à quel moment ça s'arrête ? À quel moment ça s'arrête ? C'est assez difficile. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur les Saint-Simoniens et sur l'Algérie. Puisqu'on dit que c'est l'Algérie qui marque un terme, on va essayer d'aller voir. Puisque je suis persuadé que les Saint-Simoniens sont les héritiers de ce courant, j'ai plongé donc dans l'abondante et passionnante, hein, je dois dire, correspondance d'Ismaël Urbain. Ismaël Urbain, donc métis guyanais, qui est devenu Saint-Simonien et l'un des meilleurs disciples du père Enfantin, 1830, à Ménilmontant, qui s'est intéressé à l'Égypte. Bon, ça a plus ou moins capoté, mais ce qui retire de l'Égypte, c'est ce qui se convertit à l'islam. Et il va faire partie de l'expédition en Algérie, comme interprète d'abord, et puis après très très proche du commandement militaire, en particulier à Constantine. Alors, voilà donc ce que dit Urbain, quelques citations, lettre du 8 août 1838. « C'est sur cette même terre où je multipliais mes liens avec ma race, où je protestais d'une manière solennelle par la profession de foi de l'islamisme contre le fétichisme de mes ancêtres, il parle des Africains, sur cette même terre où je venais chercher un chemin pour que l'Europe pénètre en Afrique, au milieu des Noirs, sans les réduire en esclavage, sans les exporter de leur patrie. » Il y a un écho de la colonisation nouvelle. Alors, dans la correspondance d'Urbain, les maîtres mots sont les suivants. Et les maîtres mots importants, ce sont les mêmes
qui ont une forme d'indétermination. La civilisation, qu'on retrouve tout le temps. Mais il y a une bonne et une mauvaise civilisation. Par contre, la mauvaise civilisation, elle n'est pas du côté des sauvages, hein, ni la bonne du côté des Européens. Par exemple, pour Urbain, l'idée d'importer des modèles européens en Algérie, c'est véritablement quelque chose d'épouvantable. La colonisation qu'on trouve chez lui. L'objectif ultime de la présence française en Algérie, c'est bien de fonder une colonie. Fonder une colonie, le même terme que la colonisation nouvelle. Mais pour lui, la colonisation est différente, toute différente de la conquête. Il y a les méfaits de la colonisation chez ceux qu'il appelle les colonistes. Alors c'est à la fois les colonistes, à la fois les colons européens, il est totalement opposé à l'émigration européenne, que les militaires comme Bugeaud. Voilà ce qu'il dit de Bugeaud. Il a failli à conquérir le sol par le travail, il a failli, donc c'est un échec, à conquérir le sol par le travail et les habitants par la civilisation. Donc deux termes qui expliquent le travail, la civilisation, qui expliquent l'échec, selon lui, de Bugeaud. Donc qu'est-ce que c'est que le colonisme? C'est l'accaparement des terres, essentiellement, mais aussi l'assimilation forcée des indigènes au modèle européen. Troisième terme qu'on trouve très très souvent, régénération. Alors c'est lié au métissage des cultures évidemment, lien avec le progrès des Lumières, le mariage qu'il fait avec une fille, une Algérienne qui descend d'une grande famille algérienne de Constantine, etc., etc. Enfin, un autre terme qui là est original, mais qu'on peut trouver chez Wallström, tout à l'heure on le trouvait, l'association, c'est équivalent de communauté. Et on retrouve le projet saint-simonien, là, mais pour lui c'est un peu plus large. C'est aussi l'association entre l'Orient et l'Occident. Et c'est aussi la fusion mystique, d'après lui, du christianisme et de l'islamisme. Vous voyez, on retrouve tous ces termes. Alors, c'est pas encore achevé, hein, je suis en train, mais on retrouve des termes qui sont des termes où on est parfaitement dans le corpus linguistique, en quelque sorte, qui m'a permis de définir ce qu'était le projet de colonisation nouvelle. Et on est en dit, la dernière citation, la condamnation de Bugeaud, c'est en 1845. Alors, je n'ai pas parlé de Grégoire, mais je ne vais pas en parler. Mais évidemment, autour de tout ça, il y a Grégoire aussi. Et comme par hasard, Grégoire, il est mort en 1831. En juillet 1830, Grégoire, il fait des articles dans la revue encyclopédique, la revue de Julien, dans laquelle il approuve la conquête de l'Algérie. Bon, d'une part, c'est vrai que ça permet contre la piraterie, mais aussi parce qu'il est toujours animé, il a été membre d'une société qui s'appelait Société pour l'exploration de l'Afrique intérieure. Donc il est bien dans ce contexte-là, je vais voir. 6 mois plus tard, assez vite, quelque temps avant sa mort, il condamne absolument l'entreprise. Il a viré de bord complètement. Pourquoi? Parce que ce qui était entreprise au départ, d'après lui, commercial, pacifique, ça n'a jamais été vrai, mais c'était dans leur esprit, hein, s'est transformé en conquête militaire. Et alors là, il y a incompatibilité entre conquête et puis le projet qui reste un projet commercial. Au cœur de toute cette entreprise, c'est pour ça que j'insistais sur le lien économie, finalement idéologie, au cœur, c'est bien quelque chose qui est l'établissement de commerce. Véritablement au cœur de la colonisation nouvelle, c'est l'établissement de commerce. Avec souveraineté ou sans souveraineté, moi j'aurais quand même tendance à dire sans souveraineté, d'après plusieurs textes, mais là aussi ça reste dans quelque chose sur lequel je m'interroge, parce que c'est pas d'une part, c'est pas forcément lié, et ça ne doit pas être lié à une prise de possession territoriale. D'où l'interrogation qu'il peut y avoir sur le lien entre citoyenneté, et je reviens au thème général, entre citoyenneté et territoire, justement, qui pose un autre type de problème. Est-ce que ces populations des établissements en question
sont des citoyens. Moi, j'aurais tendance à dire non. C'est pas une problématique, mais je peux me tromper, hein, pas une problématique. Alors, aussi bien Wallström que les gens qui avaient, Granville Sharp, qui avaient fait les projets de la Sierra Leone, ils avaient des projets de citoyenneté, justement, en établissant par des familles. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes de familles qui élisaient des groupes de familles, qui élisaient des groupes de familles, et puis c'était quelque chose de pyramidal et de représentatif. Là, effectivement, on avait... mais ça a échoué complètement. Ça s'est terminé en bagarre sanglante. Donc l'échec de la Sierra Leone les a amenés à dire, finalement, on doit découper le projet politique du projet économique. Mais ça reste à l'état d'hypothèse. Donc voilà, si vous voulez, ce que je souhaitais vous présenter sur cette question de la colonisation nouvelle.